L'histoire commence dans un monde magique partagé par 9 races. Les dragonautes, les elfes, les onus, les nains, les démons, les elfes noirs, les centaures, les peuples bêtes et les humains. C'est parmi eux qu'un jeune aventurier nommé Light vit le jour, animé par le désir d'offrir une vie meilleure à sa famille. Light fait ses adieux à sa ville natale et part explorer le monde en quête d'argent et de puissance. À son arrivée dans une grande cité, il est bousculé de toutes parts par la foule, mais il continue à chercher la guilde des aventuriers. En y entrant, il se présente à la réceptionniste, qui lui demande s'il souhaite s'inscrire comme nouvel aventurier. Il acquiesce et elle lui explique qu'il commencera au rang le plus bas, le rang F, avant de lui demander s'il possède une capacité spéciale. Light répond qu'il possède une capacité de gacha illimitée, lui permettant de tirer des cartes aléatoires et de les invoquer. Pour preuve, il invoque une fourchette cassée devant elle. La réceptionniste reste bouche bée, embarrassée. Light essaie de justifier que les couverts ne sont pas les seules choses qu'il peut faire apparaître, mais ses prochains tirages ne produisent qu'une série de snacks pourris. Déçu que sa chance le trahisse au pire moment, il baisse la tête, tandis que la réceptionniste confirme qu'il mérite bien ce pathétique rang F. Après avoir reçu sa carte d'aventurier, il lui demande s'il existe des quêtes disponibles. Elle lui indique le tableau des missions. À la simple mention des annonces, Light se sent gêné. La réceptionniste réalise qu'il ne sait pas lire et ressent une profonde tristesse pour son compatriote humain sans éducation. Elle lit donc les annonces à sa place, enthousiasmée à l'idée de lui permettre de gagner enfin un peu d'argent. Light accepte avec joie ces tâches ennuyeuses. Après une journée de dur labeur, il réussit à réunir assez d'argent pour louer une chambre. Cependant, une bande de peuples bêtes l'attaque, le renverse et commence à le harceler. Leur chef ramasse son argent, tandis que Light le supplie d'avoir pitié. Mais le loup, froid et impassible, lui assène un puissant uppercut. Le chef le raille de mendier pour de la petite monnaie, puis s'éloigne avec sa bande en riant. Même la foule ignore Light étendu sur le sol, jusqu'à ce qu'une elfe compatissante vienne l'aider à se relever. Surpris par tous les aventuriers qui l'entourent, Light recule, effrayé. Voyant sa peur, l'elfe le prend dans ses bras pour le réconforter, malgré les moqueries des passants. Ébahi qu'une si belle elfe se soit salie pour lui, Light la regarde l'aider à tenir debout. Les aventuriers se présentent alors comme les membres de la concorde des tribus. Un homme bête nommé Garou explique que chacun d'eux représente l'une des 9 races. L'elfe se présente sous le nom de Sacha. Elle introduit ensuite Drago, Diablo, Oboro, Nano, Sion et Centaure. Avec eux, 8 des 9 races sont réunies. Light comprend alors que la Concorde recherche un représentant de la race humaine pour incarner l'unité de tous les peuples de leur monde. Lorsque Garou tend sa main pour l'inviter, Light reste d'abord stupéfait qu'on ait besoin de lui. Mais, rempli de bonheur, il accepte son invitation. Bientôt, Light se retrouve à explorer un donjon souterrain appelé l'Abysse avec son nouveau groupe. Un énorme ver surgit pour l'attaquer, mais Garou le tranche net avant qu'il ne puisse l'atteindre. Un autre ver surgit dans le dos de Light, et Sacha l'abat d'une flèche. Elle gronde Light pour son imprudence, lui rappelant qu'ils explorent l'un des donjons les plus dangereux du monde. Sacha le prévient qu'il pourrait mourir à tout instant dans un tel endroit. Elle s'assied ensuite pour soigner ses blessures. Constatant son comportement maternel, les autres membres de l'équipe commencent à la taquiner, l'accusant de trop choyer Light. Rouge comme une tomate, Sacha s'empresse de nier tout sentiment amoureux, prétendant qu'elle cherche seulement à protéger un camarade. Mais ses excuses maladroites ne convainquent personne, et plus on l'ignore, plus elle se défend. C'est alors que Drago intervient pour redonner confiance à Light, louant le fait qu'il prépare toujours un excellent thé pour l'équipe. Réconforté, Light reprend courage et le groupe s'enfonce plus profondément dans le donjon. Ils finissent par s'arrêter devant une impasse. Light croit qu'ils vont simplement faire une pause et commence à préparer du thé. Mais Drago l'arrête. Il lui dit qu'ils n'ont pas besoin de thé, car il l'expulse du groupe. Light croit d'abord à une mauvaise plaisanterie, mais Drago répète ses mots avec dureté. Stupéfait, Light demande des explications. Garou lui confirme froidement qu'il est bel et bien exclu. Choqué, Light leur demande pourquoi ils l'abandonnent ainsi. Garou lui répond que leur groupe n'a pas besoin de lui. À ces mots, Sacha le regarde avec dégoût, trouvant sa naïveté pathétique. Même Sion et Nano se mettent à se moquer de lui, tandis que les démons se réjouissent de s'en débarrasser enfin. Light,
bouleversé, leur reproche tant de cruauté après la gentillesse qu'il lui avait montrée plus tôt. C'est alors que Garou révèle la vérité. Cette gentillesse n'était qu'une façade pour l'amener à rejoindre leur équipe. Perdu, Light se demande pourquoi un groupe aussi puissant avait besoin de lui. Drago lui révèle alors la raison. C'est à cause de sa capacité. Il explique qu'ils ont recruté Light dans l'espoir qu'il devienne un maître surpuissant, mais que sa capacité est tout simplement trop nulle. Light réplique que son pouvoir de gacha illimité n'a jamais été utile, et Garou confirme ses paroles. Il se moque de lui en disant qu'il n'est qu'un humain sans talent, et que leur groupe n'a pas besoin d'un tel poids mort, déjà voué à l'échec. Sion s'interroge même sur la raison pour laquelle ses compagnons ont mis autant de temps avant de l'abandonner. Quant à Sacha, elle se sent soulagée. Désormais, elle peut épouser son maître sans risquer de finir aux côtés de ce gamin humain pitoyable. Submergé par toutes ces révélations, Light est pris de vertige. Drago décide alors d'en finir avec lui. Après avoir ordonné à Garou de s'occuper de Light, ce dernier réalise enfin le danger mortel dans lequel il se trouve. Leur regard hostile braqué sur lui, Light comprend que le groupe veut l'exécuter afin d'éviter qu'il ne devienne plus fort un jour et ne cherche à se venger. Garou sort ses griffes et lacère la joue de Light, qui regarde le sang couler le long de son visage. Sous le regard glacial de ses anciens compagnons, Light s'enfuit en hurlant. Garou ricane en affirmant que les monstres de l'abysse feront de lui leur repas. Mais soudain, une flèche lancée par Sacha transperce sa jambe, l'empêchant de fuir. Light s'effondre sous la douleur et Garou savoure sa souffrance. Il s'avance et lui assène un violent coup de pied dans le ventre, le plaquant de nouveau au sol. Puis il commence à le rouer de coups jusqu'à ce que Sacha l'arrête. Elle lui rappelle qu'ils doivent maquiller la disparition de Light en accident. Garou lève alors sa griffe pour donner le coup fatal, et Light, rampant au sol, supplie intérieurement de continuer à vivre. Excité par sa lutte désespérée, Garou se délecte de ce spectacle où le faible tente en vain de survivre. Soudain, la main de Light se pose sur un piège de téléportation. Drago ordonne à Garou de l'achever avant qu'il ne s'active, mais le piège se déclenche à temps, et Light est téléporté hors de leur portée, échappant de justesse à la mort. Lorsqu'il reprend connaissance, il se trouve ailleurs dans le donjon, toujours grièvement blessé. Il pense qu'un simple monstre suffira à l'achever, même s'il parvient à survivre un peu plus longtemps. Le froid mordant de la caverne lui rappelle l'amour de sa famille et les larmes lui montent aux yeux. Il se remémore la gentillesse de la Concorde lors de leur première rencontre et ne comprend pas comment ils ont pu se montrer aussi cruels, songeant à leur visage glacé lorsqu'ils l'avaient mené dans cette impasse. Light se sent rongé par la colère après leur trahison. Il reste confus face à ses maîtres puissants et aux hauts responsables de la Concorde, se demandant comment il a pu être entraîné dans les plans de ces fous. Cette confusion se transforme en fureur et il jure de se venger. Il se redresse, déterminé à tous les abattre. Mais soudain, il ressent un regard glacé dans son dos. En se retournant, il aperçoit une bête orthos malingre de niveau 1, tapie dans l'ombre et le guettant. Light s'interroge. Qu'est-ce qu'un monstre aussi insignifiant fait ici? Puis il réalise, horrifié, que le piège l'a envoyé directement au niveau le plus profond de l'abysse. Alors que la créature s'avance vers lui, Light cherche désespérément une échappatoire. Pris de panique, il commence à activer frénétiquement son pouvoir de gacha illimité, priant pour un miracle. À sa dernière tentative frénétique, un immense cercle magique surgit devant lui. Light reste incrédule, tandis que l'appareil libère une aura démesurée, invoquant une fée antique qui le reconnaît immédiatement comme son maître. Sous ses yeux abasourdis, la mystérieuse fée découpe le monstre en morceaux comme s'il s'agissait d'un simple oignon. Les restes brisés s'effondrent au sol et la fée se pose gracieusement devant lui. D'un simple geste de la main, elle efface toute trace du carnage, puis se tourne vers Light. Elle s'avance vers lui et s'agenouille humblement avant de refermer ses blessures grâce à sa magie. Elle s'excuse d'avoir agi sans sa permission, expliquant qu'elle ne pouvait supporter de le voir souffrir. Light, encore sous le choc, se présente et peine à croire qu'il vient de tirer la fée la plus surpuissante du monde. La fée tombe amoureuse de son prénom et le répète à plusieurs reprises, avant de lui jurer une loyauté absolue. N'osant pas croire à sa chance, Light lui demande son identité. Elle révèle alors être Mei, la servante éternelle, une carte de niveau 9999.
May explique qu'elle est une carte ultra rare, presque légendaire, issue de son gacha. Light, incrédule, proteste que son pouvoir n'a toujours produit que des déchets et qu'il est impossible qu'il ait invoqué une créature aussi puissante. May pense qu'il mérite entièrement de l'avoir et le supplie de l'accepter. En voyant son visage si implorant, Light finit par céder. May le remercie alors avec une gratitude infinie. Elle lui demande ensuite d'examiner sa capacité de gacha, ce qui surprend Light, qui découvre qu'elle possède la compétence d'évaluation. May lui explique que ce n'est là qu'une de ses nombreuses aptitudes, avant de lui demander encore une fois son autorisation. Lorsqu'il accepte, l'œil de May se met à briller tandis qu'elle l'analyse. Découvrant que le gacha le recouvre de couches de protection secrète, May se montre impressionnée par la puissance de cette capacité. Elle lui révèle que si le gacha lui semblait inutile auparavant, c'est parce qu'il se trouvait dans des zones dépourvues de mana. En revanche, dans l'abysse surchargé, le gacha absorbe le mana ambiant et augmente considérablement ses chances d'obtenir une carte rare. Elle détaille ensuite à Light tous les rangs des cartes du gacha illimité, du rang suprême extra et du super ultra rare, jusqu'au niveau normal et à l'erreur. Light, pourtant, reste confus. Il ne comprend toujours pas. May lui explique alors que, à la surface, il n'aurait jamais pu obtenir de bonnes cartes à cause du mana trop rare dans ces régions. Elle le félicite d'avoir su percer le secret de ce pouvoir et d'avoir osé entrer dans l'abysse pour accroître ses chances d'obtenir une carte précieuse. Cependant, May souligne qu'il fut incroyablement dangereux pour lui de s'y aventurer seul. Mais Light la détrompe. Il lui révèle qu'il était entré dans l'abysse avec son groupe, avant qu'il ne le trahisse et ne torture son corps. En repensant à leur cruauté et à leurs humiliations, ses yeux s'emplissent de larmes et il raconte son histoire à May, accablée de douleur. Light se souvient de leur moquerie cruelle, de la manière dont ils l'ont rabaissé pour n'être qu'un simple humain pathétique. Il se plaint de leur raillerie blessante, répétant qu'il voulait seulement gagner honnêtement sa vie pour May l'observe tandis qu'il déverse enfin toute sa douleur, complètement brisé par la trahison brutale de son groupe. Finalement, Light tombe à genoux, accablé par la souffrance, jurant qu'il ne pardonnera jamais à ces bêtes cruelles de lui avoir infligé de telles blessures. Il serre la flèche plantée dans sa jambe, les larmes ruisselant sur son visage, et May l'enlace doucement en silence. Dans la chaleur de son étreinte, Light finit par se calmer et ses sanglots s'apaisent. May lui avoue qu'elle ne pourra jamais comprendre toute l'ampleur de son supplice, mais qu'elle mettra toute sa puissance au service d'une seule chose, offrir au Concorde la juste rétribution qu'il mérite. Sous le regard abasourdi de Light, elle jure qu'en un instant, elle alignera tous ses ennemis devant lui. Mais lorsqu'il l'arrête et se relève péniblement, May songe qu'il est bien trop bon pour son propre bien. Elle lui dit de ne pas se montrer si clément, mais Light lui répond qu'il n'a abouti à cette situation que par sa propre faiblesse. Il confie à May qu'il ne veut pas se servir de sa force pour assouvir une vengeance, promettant au contraire de devenir plus puissant et de châtier le Concorde de ses propres mains. Light s'imagine que May n'accordera aucun crédit à de tels idéaux irréalistes. Pourtant, elle lui promet son soutien, sans la moindre hésitation. Après lui avoir affirmé qu'elle croit pleinement en ses capacités, May lui arrache enfin un sourire radieux. Elle lui rend ce sourire, juste avant que Light n'invoque une nouvelle arme surpuissante grâce à son gacha dans l'abysse. Fidèle, May contemple la scène tandis que Light commence à bâtir son empire. Porté par le mana infini de l'abysse, d'immenses cercles magiques se déploient autour de lui, invoquant les ultimes artefacts de sa quête de puissance. 3 années se sont écoulées depuis ce jour fatidique, et désormais, Light règne sur des centaines de servantes dans un immense palais qu'il a lui-même fait construire. Mais, fidèle à sa promesse faite le jour de leur rencontre, demeure toujours à ses côtés. Toutes les servantes semblent éperdument fascinées par lui. Elles l'acclament avec enthousiasme, ravies d'attirer un instant son attention, tandis que May leur rappelle avec fermeté de se comporter convenablement. Light quitte alors le château et se dirige vers le marché local, où chacun le reconnaît immédiatement. Un vendeur l'interpelle pour lui offrir le petit déjeuner, tandis que d'autres lui parlent d'une pénurie de friandises dans le pays. Light leur promet qu'il s'en occupera rapidement, mais May, d'un ton calme, lui assure qu'il n'a pas à se soucier de ces détails.
Elle veillera personnellement à ce que le problème logistique soit réglé au plus vite. En observant la situation, Light comprend qu'il devra créer un nouveau système pour gérer l'approvisionnement, car la population de la région a considérablement augmenté au cours des 3 dernières années. Il demande alors à May où se trouvent ses autres invocations légendaires. May lui répond que Yuki, la dompteuse de bêtes, est actuellement occupée à cartographier les zones proches des donjons et à explorer les forêts pour prévenir tout danger. Light pense à tous les monstres qui rôdent dans ces forêts, mais il sait qu'aucune créature ne pourrait menacer une dompteuse de son calibre. May poursuit en expliquant qu'Ellie, la mage, travaille sans relâche à la création d'un sort spécial conforme au grand plan de Light. Ce dernier se demande si elle parviendra à en maîtriser la complexité, tant les formules qu'il lui a demandées sont ardues. Il s'enquiert ensuite de Naz, la chevalière vampire, experte en combat rapproché mais un peu stupide dans les autres domaines. May lui répond qu'elle lui a confié la garde du château, une tâche simple qui l'empêchera d'utiliser son cerveau vide et de se mettre dans des situations périlleuses. Light, amusé, ne lui en tient pas rigueur. Sa présence apporte une touche de vie et de chaos au palais. À leur retour, ils sont appelés par Jack, le dernier des 4 invocations légendaires, qui demande à Light s'il est prêt pour une nouvelle séance d'entraînement. Mais, un peu irrité, lui rappelle qu'il doit s'adresser à Light en l'appelant « maître ». Mais Jack, fidèle à son caractère rebelle, ignore complètement sa remarque. Light, apaisant, dit à May que ce n'est pas grave. Il considère Jack comme un grand frère et décide d'aller s'entraîner avec lui. Sur le terrain d'entraînement, Light et Jack se tiennent face à face, prêts à s'affronter. En un éclair, Light fonce vers son invocation et lui assène un coup de poing droit dans les abdominaux durs comme la pierre de Jack, le repoussant de plusieurs pas sous la force de l'impact. Jack, loin d'être contrarié, esquisse un sourire satisfait. Il déclare qu'un aventurier ordinaire serait déjà mort d'un tel coup, mais qu'il peut l'encaisser sans problème. Après tout, il est bâti comme un char d'assaut et capable d'absorber des dégâts insensés. Il se retrouve de nouveau au centre du terrain, échangeant des coups puissants qui résonnent dans toute la salle avant de se séparer à nouveau. Light enchaîne ensuite avec une pluie d'attaques rapides, que Jack esquive habilement, ses mouvements témoignant d'une expérience de combat bien supérieure. Pendant ce temps, Naz continue sa ronde dans les couloirs du château, son air vide et insouciant ne la quittant jamais. En la voyant passer, plusieurs servantes la saluent chaleureusement, lui lançant des compliments flatteurs. Elles affirment qu'elles se sentent en sécurité grâce à elle, toujours vigilantes pour protéger le château de toute menace. Flattée, Naz se met à sautiller de joie, exactement la réaction que les servantes espéraient. Profitant de son enthousiasme, elle décide de lui jouer un petit tour. Elle lui suggère d'aller vérifier que la chambre de Light est bien sécurisée pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal. Naz trouve l'idée géniale et se précipite aussitôt vers la chambre. Mais au moment où elle tente d'ouvrir la porte, May en sort brusquement. Surprise, Naz lui demande ce qu'elle faisait dans la chambre de Light, puisqu'il est censé être à l'entraînement. Rougissant, May bafouille qu'elle était simplement en train de la nettoyer pendant son absence. Naz, méfiante, déclare qu'elle doit inspecter la pièce pour vérifier qu'il n'y a aucun danger. Avant que May ne puisse la retenir, Naz entre et remarque le lit en désordre. D'un ton naïf, elle commande que quelqu'un a dû s'y rouler et sentir les oreillers, puis demande à May si elle a volontairement laissé le lit dans cet état. Sans se démonter, May improvise et répond que c'est sa technique spéciale de préparation de lit, un style unique qu'elle seule maîtrise. Naz, impressionnée, lui demande si elle peut apprendre cette méthode, mais May refuse, expliquant que c'est un secret professionnel qu'elle ne peut pas encore partager. Soudain, Naz se souvient que les servantes lui ont confié un message pour May. Elle sort un parchemin et le lui tend. En le lisant, May découvre que les autres servantes se révoltent contre elle, l'accusant de monopoliser la chambre de Light et de ne jamais les laisser la nettoyer. Gardant son calme, May dit à Naz de ne pas s'en inquiéter, qu'elle s'occupera des servantes elle-même. Puis, avec un petit sourire, elle lui glisse quelques pièces pour acheter son silence. Naz, ravi, accepte sans hésiter et s'éloigne en chantonnant, laissant May soupirer d'exaspération avant de refermer la porte derrière elle. Elle se précipite aussitôt vers le marché, les pièces que May lui a données bien serrées dans sa main. Les étals débordent de mets appétissants, et Naz regarde tout avec des yeux brillants, fruits juteux, pain doré, viande grillée. Mais, après une longue hésitation,
son choix se porte sur de moelleuses crêpes accompagnées d'un grand verre de lait frais. Ravie de sa trouvaille, elle s'élance gaiement vers le château, savourant sa récompense tout en marchant. En arrivant, elle aperçoit Yuki assise sur un balcon, observant l'horizon. Naz l'interpelle joyeusement pour lui demander si elle a terminé son travail dans la forêt. Exaspérée par l'enthousiasme de Naz, Yuki lui montre la carte qu'elle vient tout juste de finir, celle que Mei lui avait demandée, avant d'ajouter qu'elle est simplement revenue la livrer avant de repartir. Naz la félicite bruyamment, puis reprend sa ronde, toute fière d'avoir inspecté le balcon. Un peu plus tard, elle entre dans la salle du trône. Constatant qu'il n'y a personne, elle pousse un cri d'allégresse et se met à hurler à plein poumon, sa voix résonnant contre les murs dorés. Puis, incapable de résister, elle bondit sur le trône lui-même et s'amuse à tripoter les décorations, jusqu'à ce qu'un craquement sec retentisse. L'aile d'une statue d'ange vient de se détacher. Paniquée à l'idée de la réaction de Mei, Naz replace maladroitement la pièce cassée, priant pour que personne ne s'en aperçoive, avant de s'enfuir en courant hors de la salle du trône. Pendant ce temps, au terrain d'entraînement, Light et Jack poursuivent leur affrontement acharné. Jack finit par proposer d'en rester là pour la journée et de se détendre un peu. Ils se dirigent vers les bains et bientôt, dans la vaste baignoire de marbre, la vapeur s'élève autour d'eux. Jack félicite Light pour sa progression fulgurante, affirmant que la plupart des créatures des donjons ne seraient désormais qu'un jeu d'enfant pour lui. Il ajoute toutefois que certains ennemis, tapis dans l'ombre, attendent la moindre occasion pour le détruire. Le regard de Light se durcit. Il repense à la trahison qu'il a subie 3 ans plus tôt et jure qu'il ne connaîtra pas le repos tant qu'il n'aura pas obtenu vengeance. Dans les appartements de Mei, celle-ci a convoqué 4 servantes, les mêmes qui s'étaient plaintes d'elle. D'un ton glacial, elle relit leurs lettres à voix haute et leur demande ce qu'elles ont dans la tête. Face à elle, les 4 maîtres tremblent, incapables de répondre. Elles bafouillent des excuses, prétextant que leur message était une simple marque de soutien, car elles s'inquiétaient de la voir trop fatiguée. Mais les fixe longuement, puis leur ordonne de ne plus se mêler de ses affaires et de se concentrer sur leurs tâches. Elle refuse catégoriquement qu'elle s'approche de la chambre de Light et leur assigne une punition: nettoyer à la main tout le couloir menant à la salle du trône. Les servantes protestent, expliquant que le couloir est bien trop long, mais Mei leur coupe la parole d'un ton sec, leur disant que cela les occupera pendant qu'elle partira en mission avec Light. Dehors, pendant ce temps, Naz est collée à la vitrine d'une boutique, hypnotisée par quelque chose à l'intérieur. Naz contemplait un gantelet qu'elle rêvait d'acheter, mais sans le moindre sou pour le faire. Alors qu'elle hésitait, elle tomba nez à nez avec Ellie, qui lui demanda ce qu'elle fixait avec autant d'attention. Naz désigna le gantelet du doigt avant de demander à Ellie pourquoi elle était déjà de retour. N'était-elle pas censée superviser la nouvelle construction? Ellie répondit que tout se passait à merveille et qu'elle avait donc décidé de s'accorder une petite pause incognito. Très vite, les 2 jeunes femmes commencèrent à se chamailler pour savoir laquelle était la plus proche de Light et surtout laquelle comptait le plus à ses yeux. Ellie, fière, déclara qu'elle faisait partie du plan de vengeance que Light préparait, contrairement à Naz. Elle ajouta qu'elle avait récemment passé une merveilleuse soirée à partager une tasse de thé avec lui, discutant de leurs progrès, et que la prochaine fois, elle comptait bien organiser un dîner privé. Naz, un peu vexée, répliqua qu'elle aussi aimerait bien boire le thé avec le maître, avant de lancer à Ellie qu'elle était lamentable au corps à corps, et que si jamais elle voulait s'améliorer, elle pouvait toujours venir la voir. Ellie esquissa un sourire et répondit qu'elle n'oublierait pas cette offre, avant de partir, laissant Naz reprendre sa corvée sans intérêt. Pendant ce temps, au château, les 4 servantes complotaient contre Mei. Elles murmuraient que Mei n'était guère meilleure que le petit homme à moustache venu d'Allemagne, et se demandaient si elles devraient la dénoncer à Light. Mais très vite, elles abandonnèrent l'idée. Aucune d'elles n'avait envie d'affronter la colère de Mei. L'une d'elles fit alors remarquer que Light tenait tant à Mei parce qu'elle avait été sa toute première invocation. La servante aux cheveux violets ajouta qu'il avait fallu 2 longs mois à Light avant de réussir à invoquer Yuki, ce qui signifiait que Mei et lui avaient passé 2 mois entiers seuls, dans les cachots. À cette idée, la jalousie s'empara d'elle. Elles se mirent à se rouler par terre, à gémir et à faire des gestes étranges sous l'effet de la frustration. Finalement, elles décidèrent de recourir à la magie vaudou et se mirent à table pour psalmodier « Qu'elle meure »
espérant éliminer May de l'équation. Malheureusement pour elle, May avait tout entendu. Elle entra dans la pièce, les coinçant sur place. Les servantes, prises de panique, se mirent aussitôt à s'excuser, jurant qu'elles n'avaient rien voulu dire, que ce n'était qu'un moment de jalousie passagère. May leur ordonna d'arrêter de se faire des films absurdes. Entre le moment où elle avait été invoquée et celui où Yuki l'avait été, Light n'avait pas eu une seule minute libre. Il passait ses journées à étudier la magie et à s'entraîner à toutes les disciplines martiales possibles. Les servantes, soulagées, poussèrent un soupir. May, elle, avoua qu'elle était revenue parce qu'elle pensait avoir été trop dure avec elle. Mais après ce qu'elle venait d'entendre, elle réalisa qu'en fin de compte, elle avait peut-être été trop clémente. Alors, elle leur ordonne de nettoyer également la salle du trône, puisqu'elles ont manifestement assez de temps libre pour pratiquer la magie vaudou. Les servantes, entièrement à la merci de May, n'ont d'autre choix que d'obéir. Elles astiquent chaque recoin de la salle, silencieuses et prudentes, décidées à ne plus rien dire pour éviter de s'attirer davantage d'ennuis. Mais, en dépoussiérant le trône, l'idiote aux cheveux verts finit par heurter le fragment d'aile d'ange que Naz avait brisé. Le morceau tombe au sol dans un bruit sec. Les servantes se figent, terrifiées, persuadées que c'est leur faute et redoutant ce que May pourrait leur faire. Le lendemain matin, Light entre dans le donjon où Naz, Ellie et Yuki l'attendent déjà. Il les salue d'un ton calme, mais à peine a-t-il ouvert la bouche que Naz et Ellie se remettent à se chamailler. Soudain, une ombre bouge. Un monstre surgit des ténèbres. Light se fige immédiatement. C'est un cerbère infernal. Même s'il sait qu'il est aujourd'hui bien plus fort qu'autrefois, le traumatisme de ce jour-là le hante encore. À la vue de la bête, son sang se glace. Son équipe, en revanche, ne ressent aucune peur. Au contraire, la colère les envahit en voyant le cerbère troubler leur maître. Naz brandit déjà son arme, prête à découper la créature en morceaux. Ellie demande la permission d'exterminer toute l'espèce des cerbères de ce monde, tandis que Yuki, d'un ton presque amusé, se demande si elle pourrait retrouver les portes de l'enfer pour y précipiter ce monstre dans ses tréfonds. Leur simple aura suffi à faire reculer la créature, qui comprend aussitôt qu'elle n'a aucune chance face à de tels êtres. Light, reprenant peu à peu son calme, lève la main pour apaiser ses invocations. Il s'approche du monstre tremblant et lui donne une légère tape, comme pour lui signifier qu'il n'a rien à craindre. Il sait pourtant qu'un simple ordre, même prononcé sur le ton de la plaisanterie, suffirait à ces légendaires servantes pour anéantir jusqu'au dernier des cerbères. Puis, se tournant vers son équipe, il déclare d'une voix assurée : « Nous remontons à la surface. Aujourd'hui, notre plan de vengeance commence. »